Bonjour et bienvenue sur Prenons un café, le podcast qui parle de parentalité, mais surtout d'humanité, sans tabou ni complexe. Je suis Élise Bulté et chaque mardi, je te propose des conversations avec des humains et des humaines concernés de près ou de loin par la parentalité. Nous échangeons sur des sujets importants de société, souvent éloignés des contes de fées, mais toujours criants d'actualité. Pour Shelly Kreiver, mon invitée du jour, devenir mère était une évidence, le rêve de sa vie. Et puis la réalité a frappé à la porte à l'arrivée de son premier enfant, il y a 18 ans. Nuit sans sommeil, allaitement douloureux, pleurs qu'elle ne comprenait pas, Shelly n'a pas compris ce qui lui arrivait. Cette maternité qui la faisait tant rêver est devenue source de souffrance. Cela ne l'a pas empêchée de réaliser son rêve de famille nombreuse et de devenir mère 4 fois. Et puis, un jour, Shelly en a ras-le-bol. Elle se sent submergée, elle en voit tout valser. Elle vit ce qu'on appelle le burn-out maternel. De son expérience, Shelly a choisi d'en rigoler et de la mettre en scène dans un roman à mi-chemin entre fiction et développement personnel qu'elle a appelé « Le chemin du bonheur est parsemé de cailloux et de crottes de chien », que j'ai lu et que je te recommande pour un moment de vérité, de joie et de réflexion. En attendant de lire son livre, je te laisse écouter l'histoire de Shelly Kreiver. Tu penses être seule à galérer ? Mets tes écouteurs et prenons un café. Bonjour Shelly. Bonjour Élise. Bienvenue sur Prenons un café. Merci. Je suis ravie de pouvoir te rencontrer aujourd'hui. Est-ce que pour commencer, tu peux te présenter un peu en quelques mots, nous dire qui tu es s'il te plaît ? Alors, je m'appelle Shelly Kreiver et j'ai 4 enfants. Je suis mariée, j'habite en Israël. Et j'ai récemment publié un livre chez Erol qui s'appelle « Le chemin du bonheur est parsemé de cailloux et de crottes de chien ». J'adore ce titre. Il faut Moi que je te le aussi. dise. Il est très chouette. Les enfants aussi l'aiment bien. Je vais te poser la question traditionnelle de Prenons un café. Est-ce que tu as toujours désiré être mère ? Oui, parce que ça ne s'est même pas posé, c'était même pas une question. Ma mère a toujours dit, elle a 5 enfants, elle en a eu 6. Elle a toujours dit, vous êtes mes richesses, vous êtes mes plus grandes, mes plus beaux joyaux. Voilà. Et donc, la vie n'aurait pas eu de sens pour moi, puisque c'est ce que m'a enseigné ma mère, en fait. Ouais, tu avais envie de reproduire le schéma que tu avais vécu, toi ? Non, pas forcément, mais c'était pour moi la priorité, plus qu'une carrière. Ouais. Dans quel cadre tu as... Donc, tu disais tu es mariée. Tu as rencontré ton mari il y a longtemps ? Ça va faire 20 ans. Ouais. Et quand tu l'as rencontré, est-ce que vous avez abordé ce sujet d'enfant assez rapidement ? Est-ce que pour toi, c'était une condition sine qua non pour te mettre en couple avec quelqu'un ? Oui. La question... J'ai jamais rencontré, je pense, quelqu'un qui pensait pas avoir d'enfant, mais la question, c'était si vous en voulez maintenant ou... Parce que j'avais un petit copain avant et qui me disait, j'en ai pour encore 10 ans. On avait presque, 25, 26, 27 ans. Il me dit, moi, j'ai... Et donc, non, moi, je vais pas attendre. C'était vraiment quelque chose d'important. Non, je vais pas... Bon, on s'est séparés, pas pour ça, mais c'était vraiment un sujet. Et puis, comme j'ai rencontré mon mari, il a 7 ans de plus que moi. Donc, lui, ça y est, il était prêt, quoi. Ouais. Donc... C'était naturel, c'était évident que lui, évidemment, il voulait des enfants, enfin on en parlait, il est aussi d'une famille nombreuse, et moi j'étais prête, quoi, ça y est, j'étais presque prête, j'avais 27, 28 ans, je dis ça y est, ouais. Les enfants sont justement arrivés assez rapidement après le début de votre relation ? Oui, parce que comme, mon mari, il a 7 ans de plus que moi, je suis mariée, j'avais 30 ans, il avait 37, lui il voulait plus attendre, et puis je me suis dit, je sais pas combien de temps ça va me prendre, donc si j'avais su que finalement ça viendrait très vite, j'aurais peut-être attendu un petit peu. Ouais. Ça a mis combien de temps ? Je sais pas, peu de temps, quoi, puisque je me suis mariée été 2004, et puis octobre 2005, j'ai accouché, donc, enfin... Ah oui, c'était... T'as été surprise par la rapidité ? Oui, parce que je pensais que ça prendrait du temps, enfin, après coup, je me suis dit, c'est dommage, en fait, que ça soit venu si vite. Bon, j'étais heureuse de pas devoir... Parce que je sais que ça peut être pénible, quand même, si on n'y arrive pas vite, mais j'étais jeune mariée, en fait. Je pense qu'on aurait pu encore plus profiter du couple et d'être à deux plus longtemps si j'avais su que ça serait si rapide. Mais comme il avait 37 ans, on voulait plusieurs enfants, on savait pas combien de temps ça prendrait, il voulait pas être père trop vieux. Finalement, c'est presque à
presque à 50 ans qu'il il est devenu père pour la quatrième fois, mais bon. Oui, mais ça, tu ne pouvais pas le prévoir à l'avance. Non. Comment tu imaginais la maternité avant de devenir mère ? Ça voulait dire quoi pour toi ? C'était la réalisation, c'était ce pourquoi j'étais venue sur Terre, quoi. Moi, je n'avais pas de rêve ni d'être écrivain, ni d'être quoi que ce soit. Pour moi, je voulais être mère. Le reste, c'était secondaire. Je voulais fonder un foyer, je voulais un mari et des enfants. C'était mon rêve, quoi. Ouais. Donc, et puis, je m'étais sûre que ça viendrait naturellement. Ça me semblait une évidence. Ouais. C'était quoi ton schéma idéal, toi, en termes de famille ? Qu'est-ce que tu imaginais ? 3 enfants, éventuellement 2 garçons et une fille. Ça, c'était pas mal, ouais. Donc, quand ton premier enfant est arrivé, c'est un garçon. Ouais. Comment tu l'as vécu ? Comment ça s'est passé ? Est-ce que c'était ce à quoi tu t'attendais ? C'était terrible. C'est vrai. C'était terrible. Ouais, c'était terrible, ouais. Parce que j'étais pas la maman que je pensais être. J'avais pas, en plus, vraiment d'expérience avec les enfants. Parce que moi j'ai des petits frères et sœurs, mais j'ai pas l'expérience d'une femme de 30 ans avec un bébé. Je savais pas que ça pleurait à ce point-là. Et je pensais que ça viendrait tellement naturellement. Je pensais que l'allaitement, moi j'avais souvenir de ma mère qui allaitait. Ouais. Donc c'était une évidence, c'était naturel. Je savais pas que ça ferait si mal. Je savais pas que j'y arriverais pas. Je savais pas que je comprendrais pas pourquoi mon enfant il pleure. Ça a été très dur. Je pense que j'ai fait une petite dépression postpartum. Et dès que j'ai arrêté d'allaiter, j'ai arrêté d'allaiter aussi pour pouvoir prendre des antidépresseurs, quoi. C'était très très dur. Peut-être aussi parce que je m'attendais à ce que ça soit tellement facile et naturel et que ça ne l'était pas, et que c'était mon rêve et que finalement c'était pas du tout ce que je pensais, que j'étais pas du tout épanouie. Voilà, donc peut-être ce contraste en fait, entre ce que j'avais pensé et la réalité, et peut-être que ça aussi ça m'a un peu achevée, alors que voilà, donc c'était très dur. Est-ce que tu arrivais à en parler à ce moment-là ? Est-ce que tu avais des personnes ressources à qui tu pouvais te confier ? Non. T'avais pas envie ? T'avais du mal à parler de tes difficultés ? J'avais peut-être peu de personnes autour de moi qui avaient des enfants et de qui j'étais assez proche. Comme j'habitais en Israël depuis quelques années, j'avais peut-être pas forcément mes copines d'enfance. Et mes copines d'enfance, je crois qu'elles n'étaient pas encore tout à fait... je ne sais plus, elles étaient mariées, pas vraiment. J'ai une amie qui m'a dit un jour, elle m'appelle, elle me dit comment ça va et tout. Et elle me dit, il est quelle heure chez toi ? Je dis, je ne sais pas, il est 5 heures. Elle me dit, waouh, t'en as pour encore au moins 3 heures à tirer avant qu'il aille se coucher. Et là, j'ai compris, parce qu'elle avait une fille. Et là, j'ai compris que je pouvais le dire, quoi. J'en ai pour encore 3 heures à tirer avant qu'il aille se coucher, quoi. Ouais. Parce que c'était ça ton sentiment au quotidien, de dire en fait vivement la fin de journée, vivement que ça s'arrête. Ouais, c'était très dur. Ouais. C'était très dur. Tu travaillais à ce moment-là ? Non, à ce moment-là, je ne travaillais pas. Non, et d'ailleurs, quand j'ai eu mon deuxième, je me suis assurée que j'avais un boulot que j'allais reprendre parce que je ne voulais plus revivre cette situation. Ouais. Ils ont combien d'écart tes deux aînés ? Un peu plus d'1 an et demi. Ouais, donc en fait, ils sont quand même assez rapprochés. Ouais, dès que ça a commencé à être plus facile, en fait, mon bébé, ce qui se passait, à part le fait que je comprenais rien, etc., et la déception de moi-même, il pleurait beaucoup, je sais pas pourquoi, il prenait pas la tétine, il n'arrivait pas à s'endormir, les nuits, c'était terrible, parce que il se réveillait, il mangeait, et il s'endormait soit au sein, donc au milieu de la nuit, il s'endormait soit au sein, soit on devait le promener dans la maison en poussette. Et donc les nuits, c'était un enfer. Et en fait, ce que je ne savais pas, c'est qu'après, avec le bébé 3 et 4, ils ont pris la tétine et ça a changé ma vie parce que je leur mettais la tétine et ils se rendormaient. Alors que, surtout l'aîné, il ne savait pas s'endormir. Et donc, toute cette phase de l'endormissement, c'était un calvaire. Donc... Et puis ça, quand tu dors pas, il n'y a rien qui va. Donc ça, c'était la grosse difficulté. Les pleurs, en plus, moi, je pensais que... je voulais pas laisser pleurer. Donc, je me laissais pas le temps de prendre une douche correctement parce qu'il pleurait. Voilà. Il y avait plus de temps pour toi, il y avait plus d'espace pour toi. Non, j'avais pas de temps. T'arrivais à en parler à ton mari de ça ? Je sais pas, parce que je voulais pas non plus montrer que je m'en sortais pas, ou que j'étais pas, parce que je me trouvais une très mauvaise mère. En plus, quelle mère va dire, mais tu sais, en fait, moi, ça me gonfle d'aller tous les jours au parc ou quoi que ce soit. Parfois, c'est sympa, 1 minute, 10 minutes, 5 minutes, 1 heure. À un moment, je me souviens, je jouais à un truc avec lui. Ça, c'était un peu plus tard, mais on jouait au Playmobil ou je sais pas quoi. Et à un moment, je me suis dit, je veux plus jouer au Playmobil.
Mais pour moi, c'était obligé que je joue avec mes enfants, etc. Et à un moment, j'ai dit, non. Les Playmobil, je veux plus jouer aux Playmobil, voilà quoi. Donc je me suis rebellée. À un moment, je commençais à me permettre de choisir ce que je faisais ou ce que je faisais pas, et de lui dire, non, je vais pas jouer avec toi, parce qu'avant, et ma mère m'avait dit, tu es son esclave. Et je l'avais très mal pris, bien entendu. Mais quelque part, elle avait raison, puisque vraiment, je répondais à ses besoins. Ses besoins, c'était vraiment ma priorité, surtout l'aîné. Après, j'ai commencé un peu à comprendre que j'étais aussi importante dans cette histoire, mais... Donc, c'est pour toutes ces raisons, c'était difficile. Ouais. Mais ça t'a pas empêché de recommencer et d'avoir un deuxième enfant? Non, parce que, déjà, pour moi, je viens d'une famille nombreuse, mon mari aussi. Je pense que c'est la société aussi. Bon, nous, on habite en Israël, ils ont toujours beaucoup d'enfants. Les gens ont beaucoup d'enfants. Je crois que là... Enfin, je sais plus combien il y a par mois en moyenne, mais... Donc, la question ne se posait pas. La question, c'était juste quand. Et puis, quand ça a commencé à être plus facile, donc avec mon aîné... et qu'on a commencé à kiffer, c'était sympa, et voilà, puis on avait oublié les difficultés du départ, et on a dit, c'est le temps. Et puis on s'est dit aussi, on voudrait qu'ils soient rapprochés, qu'ils soient copains, ce qui est stupide comme raisonnement, mais on ne le savait pas. Et puis on s'est dit, comme de toute façon on est en train de changer les couches, qu'est-ce que ça change? C'est stupide aussi, parce que c'est beaucoup plus difficile. Si j'avais su, et puis si on n'avait pas cette différence d'âge, et voilà, j'aurais mieux fait d'attendre peut-être pour plus profiter de l'aîné, pour plus donner sa place au deuxième. Mais bon. Ça s'est passé comme ça, de toute façon. Voilà, ça s'est passé comme ça. On a pensé que c'était la bonne chose à faire. On s'est dit, de toute façon, c'est difficile, alors allons-y. On continue, et voilà. Ouais. En fait, Comment tu as vécu l'arrivée du deuxième? Est-ce que c'était aussi dur? Non, c'était plus facile. Ouais, c'était beaucoup plus facile avec lui. Déjà, l'allaitement s'est bien passé. C'était plus facile. Ouais. Il y avait moins les pleurs. Il s'endormait plus facilement. Et puis, j'avais peut-être un peu plus confiance en moi. Donc c'était beaucoup plus facile. Et puis, j'avais ma vie aussi. J'avais mon boulot. Je revenais. Donc, je n'étais pas toujours avec lui. Donc, ça commençait vraiment à se mettre en place. Ça allait beaucoup mieux. C'était, ce que tu disais tout à l'heure, c'était intéressant de se dire, en fait, avant l'arrivée du deuxième, tu t'es assurée que tu allais avoir un boulot après ton congé maternité, en fait. Parce que je savais que je ne voudrais pas passer mes journées à changer des couches. Moi, je me souviens une fois, avec l'aîné, mon mari rentrait et je me suis fait la réflexion, mais tout ce que j'ai à lui raconter, excusez-moi, mais c'est la couleur du caca de mon enfant, quoi. Combien de couches, combien de fois il a fait caca dans la journée, quoi. Et moi, je ne peux pas. Enfin, c'est pas pour moi, ça. C'est chouette de le dire, en fait. Non, parce qu'en fait, c'est vrai que, moi, je me reconnais dans ce que tu dis, dans ce truc de, on est obligé l'histoire des Playmobil, l'histoire de ma vie, maintenant je le dis, mais à ma fille, de dire, mais en fait, t'es pas obligé de jouer à des choses qui te plaisent pas. Enfin, je veux dire, à tes amis, tu dirais pas, s'ils te proposent une partie de cartes ou un karaoké, si t'aimes pas ça, tu n'iras pas, en fait. Et en fait, avec les enfants, c'est pareil. On n'est pas obligé de jouer à 100% à tous les jeux. Bien sûr, il y a des moments de partage, mais on n'est pas obligé de faire 100% des choses qu'ils font parce que ça leur plaît et nous alors en fait. C'est la place en devenant mère, en fait, parfois, souvent, on s'oublie un peu. Oui. Si on fait les choses qu'on aime faire, on les fait avec plaisir. Mettons un jeu de cartes auquel on aime jouer. Donc on le fait avec plaisir et l'échange avec l'enfant est bien meilleur que si on fait un jeu de cartes qu'on n'aime pas ou un jeu qu'on n'aime pas. On peut trouver des moments d'échange qui sont géniaux. Donc ne pas se forcer à faire des Legos si on n'aime pas faire les Legos, quoi. Et moi je savais pas tout ça. Enfin vraiment, peut-être que j'avais un idéal dans ma tête et que j'essayais d'y adhérer et c'est là où je me suis plantée. Mais en fait, oui, on peut choisir de faire telle ou telle activité. Et si on n'aime pas dessiner, ou si on aime dessiner, on le fait. Et voilà. Carrément. Mais tu sais, c'est valable aussi dans l'inverse, parce que parfois, on a envie de transmettre des choses à nos enfants, et puis ils adhèrent pas. Par exemple, genre la lecture ou un certain jeu que toi, tu as aimé dans ton enfance, tu as envie de le partager, puis ils sont là, non, en fait, j'aime pas. Mais tu vois, c'est valable aussi à l'inverse. Alors nous, on est un peu déçus. Dire, mince, c'est un peu l'idéal, ce que j'avais projeté, j'aurais aimé jouer à ça, ou j'aurais aimé faire ça avec lui ou elle, parce que c'est ma passion, tout ça. Mais en fait, accepter aussi que lui, il a sa personnalité, et que lui, il n'aime pas. Et en fait, si on l'accepte de l'enfant, on doit aussi lui dire que c'est dans les deux sens, en fait. Absolument. Et c'est lui apprendre à vivre en société, en fait, que de pouvoir poser ses propres limites. Dire que en fait non, là ça c'est ma limite, les Playmobil pour moi c'est non, chez moi c'est les Barbie, mais
c'est non. Et dire, en fait, c'est pas grave. Si tu veux qu'on fasse un truc ensemble, on va faire quelque chose qui nous plaît à tous les deux. Absolument. Mais pas forcément le truc que tu as décidé, parce qu'on n'est pas en dictature, en fait, tout simplement. Tu vois ? Ouais. Et puis on fait avec plaisir ce qu'on aime faire. T'as repris le travail combien de temps après l'arrivée de ton deuxième ? Je me souviens plus. C'était mon deuxième, il va avoir 16 ans. Ouais. On est dans l'adolescence plus là. Ouais, je me plains pas. Tu pourras nous en parler justement, c'est ça qui est chouette. Là, autant j'ai toujours peur de faire peur en parlant de la maternité, autant je craignais l'adolescence. Pour l'instant, moi, ça se passe très bien. Super. Mais c'est bien, on a besoin de discours comme ça, parce que c'est vrai que j'ai l'impression... on n'a pas encore trop de discours sur l'adolescence, je trouve. Il n'y a pas encore beaucoup de ressources. Et en fait, tout ce qu'on entend, c'est vraiment des trucs qui diabolisent. Très négatif. Dire, oh là là, alors je sais pas si c'est parce qu'on a en tête notre propre adolescence, quand on pense à l'adolescence de nos enfants, j'en sais rien. Mais on n'entend que des trucs hyper négatifs. Ou tu sais peut-être ce qui se passe, c'est qu'on est tellement sûr que ça va être terrible que comme finalement, il a juste claqué la porte une fois de temps en temps et pas tous les jours comme on s'y attend. On sait peut-être aussi qu'il passe par un moment difficile, donc on est peut-être plus compréhensible. Alors que tu vois, et on s'attend peut-être au pire et finalement c'est pas le pire qui arrive. Donc on le vit bien. Alors qu'à l'inverse, tu vois, la maternité, on l'idéalise vachement. Exactement. Et on se dit ça va être génial et finalement ça l'est pas. Et c'est là que c'est dramatique. Exactement. En fait. T'as raison, tu tiens peut-être bien quelque chose. Peut-être qu'on devrait se préparer au pire dès le départ. Genre, non mais avec mère ça va être horrible. Et puis en fait du coup on a des bonnes surprises. Donc on fait bien en fait avec ces podcasts. Parce que moi je craignais un petit peu. Je voulais pas que des femmes hésitent à tomber enceinte avec tout ce qu'elles entendent. Mais je préfère qu'elles sachent, au contraire qu'elles sachent. Et puis qu'elles sachent que si elles le vivent, parce que peut-être qu'elles vont le vivre très très bien, mais si elles le vivent pas très très bien, et au moins qu'elles sachent qu'elles sont pas seules. Parce que moi je pensais que vraiment c'était moi la nulle quoi. Et non, en fait. Et tu vois, c'est ça qui est intéressant. Alors, je ne pense pas que les podcasts et les livres et tout ce qui traite de maternité, mais du côté négatif, empêchent les femmes d'avoir des enfants. Par contre, je pense que ça questionne vraiment le désir d'enfant. C'est-à-dire qu'on va plus être réfléchi dans notre désir en sachant que ça va être compliqué peut-être. Mais donc, du coup, tu es préparé et tu dis, en fait, si c'est compliqué, j'ai des ressources et je sais que ça existe. Donc, si c'est compliqué, je ne suis pas seule. Je peux aller chercher de l'aide. Et c'est ça, en fait, je pense, la différence. De se dire, tu vois, on n'est pas... Enfin, les personnes qui vont être informées vont pas être là dans leur coin en disant « Oh mon Dieu, c'est horrible ce qui m'arrive, toutes les autres mères, elles assurent et moi, je suis nulle. » C'est ça la différence et c'est donner des clés parce que l'information, finalement, c'est un peu le pouvoir. Et donc, non, en parlant et en disant la vérité, ça va pas empêcher les mères de tomber enceintes ou les femmes de... Mais tu sais, c'est comme dans tous les sujets, j'ai l'impression, tu vois, quand tu commences à avoir des couples autour de toi qui, par exemple, se séparent, est-ce que ça empêche les gens de se mettre en couple ? Je pense pas. Non, t'as raison. Et puis comme tu dis, au moins, ils rentrent dans cette phase, soit de la maternité, soit du couple, en sachant qu'il y a des difficultés et donc ils sont peut-être plus aptes à y faire face parce qu'ils sont moins surpris, effectivement. Mais oui, mais tu vois, c'est comme tout, tu vois, le couple, c'est pareil. Quand tu imagines que ça va être comme au tout début, les super rendez-vous et paillettes et compagnie, en vrai, quand tu as des enfants, c'est plus comme ça. Et même sans avoir d'enfants, je pense qu'à terme, c'est pas toujours comme ça. Mais de savoir que tu vas forcément avoir des moments plus difficiles que d'autres dans ton couple aussi, pour X ou Y raison, il n'y a rien d'universel. Et dire qu'en fait, c'est normal et que tu peux le traverser ensemble et si tu traverses ça ensemble, il y a un mieux après. Plutôt que de dire, en fait, moi, ce que je veux, c'est que la passion, c'est que les paillettes. En fait, tu fais quoi ? T'arrêtes tous les 2 ans, tu changes de partenaire tous les 2 ans. Parce qu'en fait, finalement, la paillette, elle dure 1, 2, 3 ans en fonction. Mais tu peux pas, si t'attends que ça, comme dans les comédies romantiques un petit peu et dans les films, ça marche pas. Ça marche pas, la parentalité c'est la même chose, c'est pas juste ton enfant, toi qui sors pimpante de la maternité, que t'as retrouvé ta taille, tu mets ta poussette super géniale, ton enfant est trop bien habillé, il garde ses vêtements propres plus d'une heure, ça n'arrive pas dans la vraie vie. Non. Il ne fait pas caca au-dessus de ses couches, jusqu'au dos, jusqu'au cou. Il y a rien dans la littérature, dans les fictions, dans les films qui montre ça. Aussi. Et donc c'est important, je pense, de montrer la réalité que oui, ça arrive et c'est ok en fait. C'est pas toi qui es mauvaise en choix de couche, c'est juste que c'est comme ça en fait. Cela dit, moi j'étais mauvaise en choix de couche aussi. Je savais pas. En fait, il fallait changer la taille quoi. Mais j'ai mis les doigts à le comprendre, donc on a beaucoup souffert de débordements. Tu changes souvent les draps et les vêtements dans ce cas-là. Oui. Donc t'as ces 2 enfants, tu reprends le travail. Comment tu vis ce travail que tu voyais comme une bouffée d'oxygène un petit peu ? Mais je suis très heureuse dans mon travail, dans ce que je faisais à l'époque, vraiment. Et puis ça me permettait de
d'avoir des conversations avec des adultes, de réfléchir à des problèmes. J'étais agent de voyage spécialisée dans les lunes de miel. Alors, ce qui me faisait le plus rire, c'était les gens qui me disaient oui, donc ils partent en lune de miel. Oui, je dis, on a besoin, parce que tu comprends, après l'organisation du mariage, on a besoin de se reposer. Et moi, j'avais des enfants. Faire des enfants après. Non, mais moi, j'avais des enfants. Je me dis, mais ils n'ont aucune idée de ce que ça veut dire être fatigué, en fait. Ouais. Et je leur disais pas, mais je rigolais. Je dis, mais en même temps, est-ce que toi, quand tu t'es mariée, tu n'avais pas cette réflexion aussi, tu sais? Oui, je pensais que c'était... Oui, bien sûr. Mais d'ailleurs, il y avait il y a une nouvelle, trend ça s'appelle, ils appellent comment les Américains? Baby Moon. Ouais. C'est le voyage en amoureux après l'enfant. Ah ouais? Ouais, et ça, c'est logique. Bah ça, oui, c'est plus logique. T'as besoin de te reposer, en effet. Et voilà, et là, tu te retrouves avec ton mari, mais sans l'enfant. Alors que après le mariage, vous avez toujours été que en couple, donc ça change pas vraiment grand-chose. Mais là, c'est sans l'enfant, donc c'est vraiment intelligent aussi. Ouais, c'est pas mal ça. C'est pas mal. Après, encore faut-il... parce que la séparation avec l'enfant, parfois, peut être compliquée. Enfin, tu vois, t'as plein de choses comme ça. Mais en même temps, c'est important aussi peut-être de se retrouver et d'avoir des temps de pause et de se dire, en fait, ok, je mérite aussi, quoi. Non seulement ça, et que c'est légitime. Ouais, si on en parle, ah bah oui, tu vas à ton baby moon. Ah oui, donc c'est légitime. C'est normal. C'est normal. C'est conseillé même de laisser son enfant... Et je pense que c'est conseillé. Enfin, je le recommande, en fait, de laisser son enfant et de partir en amoureux. Ouais. Et puis maintenant, si ça devient dans les mœurs, c'est plus facile à faire. Carrément. Ouais. Ah, je suis d'accord. On va lancer une agence de baby moon. Et on fait aussi peut-être la garde d'enfants en même temps. Donc ou alors, on propose tout le service. Tu peux partir avec ton enfant, mais tu sais, avec un club enfant. Tu vois, ou avec des nounous, avec des trucs comme ça. C'est pas pareil. Non, c'est pas pareil. T'as toujours la charge mentale un peu. Moi, je me souviens quand je faisais la queue, je partais avec mon mari, je sais plus où, et on faisait la queue à l'aéroport. Et je me retourne automatiquement pour voir où ils sont. Tu sais, j'étais toujours là en train de te retourner, de chercher où est-ce qu'ils sont. Et ben, en fait, non, j'avais pas besoin de me retourner j'avais pas besoin de chercher mes enfants, j'avais pas besoin de m'inquiéter. Et je me dis, mais je suis en vacances. J'étais dans la queue pour faire le check-in à l'aéroport. Et je dis, ça y est. Je suis en vacances. Elles commençaient déjà là, les vacances, tu vois. T'as pas besoin d'être au soleil. Tu peux ouvrir ton magazine en attendant que les portes de l'avion s'ouvrent. Exactement. C'est génial. Je faisais la queue, je déteste faire la queue, mais on s'en fout parce qu'il n'y avait aucun enfant qui est là en train de dire « Ah, j'ai faim, j'ai froid, j'ai besoin de faire pipi, etc. » Non. Donc, j'étais déjà en vacances. C'est ça. La seconde où tu laisses tes enfants quelque part, t'es déjà en vacances, en fait. Ça commence là. C'est vrai. C'est vrai. Donc, tu reprends le travail, tout ça. Comment tu gères les enfants, le travail, tout ça? Est-ce que tu trouves ça plus facile que d'être à la maison, finalement? Alors, moi, j'ai de la chance, c'est que je travaille avec mon mari. Ah. Donc, si je devais aller, je sais pas, chercher un enfant à la crèche ou quoi que ce soit, c'était soit moi, soit mon mari. Donc, forcément, mon mari, c'était mon boss. Donc, forcément, ça l'arrangeait bien. Ouais. Donc, pour moi, ça a toujours été très, très facile. À part un épisode un peu plus tard où j'ai travaillé, j'étais employée. Mais là, toute cette période, c'était très facile. Ouais. Parce que vraiment, si un enfant est malade, je reste à la maison. S'il faut le chercher plus tôt, je vais le chercher. Ouais. Donc ça, j'avais cette flexibilité. Puis en plus, je peux travailler de la maison. J'organise... Enfin, c'est un truc... tu sais, l'agent de voyage, aujourd'hui, tu peux le faire dans l'ordinateur. Donc, j'ai eu beaucoup de chance d'avoir cette flexibilité. Ouais, carrément. Donc, ton troisième enfant arrive à quel moment? Ils ont combien d'écart? On a attendu là. On a attendu pratiquement 3 ans. 2 ans et quelques. Parce que c'était quand même un peu plus... on jonglait, c'était un peu plus difficile. Ouais, carrément. Et l'arrivée de ton troisième enfant, alors? Alors, l'arrivée du troisième... alors lui, ça s'est bien passé aussi, l'allaitement, et puis il a pris la tétine, et puis l'accouchement s'est passé d'une rapidité, etc. Donc c'était encore plus facile que le deuxième. Mais là, je me souviens avoir pris une babysitter assez vite, et je me souviens de lui avoir dit qu'elle était mon sauveur, en fait. Parce que parfois, j'allais au parc avec la babysitter, donc on était 3 enfants et la babysitter. Et c'est marrant parce que elle me comprenait pas. Bon, elle avait 20 et quelques années, et je l'ai revue récemment, et elle avait 2 enfants, et elle me disait, mais comment tu faisais, quoi? Elle me dit, maintenant je comprends que tu me disais que je te sauvais la vie. Je comprenais pas à l'époque, maintenant je comprends. Mais dans la tête d'une babysitter, pour avoir été cette babysitter, moi je sais que je me disais, mais
Parce qu'en fait, quand t'es babysitter, t'es là 3 heures en fait. Et après, tu rentres chez toi, t'as justement cette possibilité de dire je ferme la porte et je m'occupe de moi, je laisse ce truc-là. Quand t'es parent, c'est jamais le cas. Et que même quand t'as la babysitter, t'y penses encore. Et en fait, je me disais, mince, tu sais, je comprenais pas. Des fois, ils disaient, mais on va sortir et tout. Je dis, ils sortent presque souvent, je me dis, mais en fait, non, t'en as besoin. Et pourquoi ils ont besoin de sortir comme ça? Maintenant, je comprends pourquoi t'as besoin de sortir. T'as besoin de sortir parce que tu dois prendre l'air et pour faire autre chose. Mais c'est vrai que cette casquette de babysitter, qu'en fait, quand tu l'as été, moi, j'avais cette image de me dire, en fait, du coup, j'ai été babysitter, la maternité, pour moi, ça va être facile. Tu vois. Ouais, bien sûr, alors c'est ce qu'elle pensait. Mais non, pas du tout, parce que t'as vraiment, c'est quoi? C'est 2-3 heures dans la journée, en fait. Et puis, en plus, t'es la babysitter, donc t'es la personne cool, un petit peu, tu vois, qui joue avec eux et tout, donc forcément, t'as que les avantages. Mais ouais, moi, j'avais vraiment cette impression, en tant que babysitter, de me dire, en fait, ça va être hyper facile, quoi. Non, c'est pas vrai. C'est pas parce qu'on a... Peut-être tu disais, tu n'avais pas d'expérience avec les enfants, mais je pense que c'est pas parce qu'on a de l'expérience avec les enfants que c'est plus facile. Parce que c'est pas... Tu as une expérience avec les enfants, mais tu sais pas ce que c'est qu'avoir ton enfant et devenir mère toi. Parce que ça change quand même pas mal de choses aussi en toi. C'est vrai. Ouais. C'est vrai, c'est pas comme un boulot que tu peux apprendre en le faisant en stage. Ouais, c'est ça. Ouais. Donc, tu as eu tes 3 enfants. Tu disais au départ que tu imaginais avoir 3 enfants. Et puis finalement, il y en a eu un 4e. Comment ça s'est passé d'arriver de la 4e et pourquoi il y a eu un 4e d'ailleurs? Je vais être très 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 franche. Je voulais une fille. Ouais. Je sentais qu'on n'était pas. Je sentais qu'il me manquait. J'étais pas complète. Ouais. C'est difficile à expliquer, puis c'est un peu gênant et puis on n'en parle pas. Mais bon, puisqu'aujourd'hui on parle vraiment de choses qu'on n'aime pas, dont on se cache souvent pour pas montrer cet aspect de nous-mêmes. Parce que c'est peut-être mal vu, mais oui, je voulais vraiment une fille. Je sentais que notre famille n'était pas complète. Je me sentais, moi, pas complète. Voilà. Donc, quand mon mari m'a dit, viens, on tente, quoi. Et, bon, t'es sûre, 4e quand même et tout. Il m'a dit oui. Je me suis dit, si c'est un garçon. Et si c'est un garçon, on va l'aimer autant que les autres, quoi. Et donc, c'est pour ça que... déjà que je voulais pas savoir pendant la grossesse. T'as pas voulu savoir, c'est la question que j'allais te poser justement. Parce que je me suis dit quand je vais accoucher, je vais être folle de joie et de bonheur et je vais le serrer dans mes bras et voilà, et j'aurais oublié que je voulais une fille. Mais pendant toute la grossesse, j'ai pas ce petit bout de chou à embrasser, quoi. Donc j'ai juste l'image, je vais juste me projeter avec 4 enfants et puis me projeter avec 4 garçons, c'est un petit peu inquiétant aussi parce que ça peut être difficile aussi. Déjà, 3 garçons, c'est difficile. Parce qu'il y a une vraie différence entre garçons et filles. Parle-en, parce que moi, je ne la connais pas, cette différence. Chez toi, tu l'as observée? Ils sont beaucoup plus bagarreurs. Ils ne vont pas s'asseour et dessiner. Donc, il faut toujours les occuper, ou il faut toujours être au parc, ou il faut toujours sortir. Parce que ça n'existe pas. Ma fille, elle est avec ses autocollants. Quand elle était petite, elle s'occupait toute seule avec des autocollants et c'était bon, quoi. Et les garçons, il faut toujours les occuper. Et puis, ils tombent plus souvent, ils courent plus vite. Plus vite, je sais pas, mais ils prennent peut-être plus de risques. Il se passe toujours quelque chose, quoi. Au jardin d'enfants, il y a toujours un ballon, il y a toujours un truc, il y a toujours un risque. Et puis, ils se battent, ils se disputent. Ouais. Et c'est pas calme. Donc, alors qu'avec ta fille, ça l'était plus. Avec la fille, c'est calme, quoi. Elle joue à la poupée, tranquille. Il y a une vraie différence. Ouais. Donc, je me visualisais avec 4 garçons. C'était un petit peu... Ça m'inquiétait un peu. Donc, je lui dis, je ne veux pas savoir. Quand il viendra, ça sera... Et puis, elle est arrivée. Ouais. Comment tu vis cette arrivée? Parce que ce n'est pas la même maternité. C'est quelque chose que tu avais vraiment... envie, tu voulais être la maman d'une petite fille. Mais je pense que déjà, j'avais pas le même âge. Ouais. J'avais 30 ans avec le premier et presque 40 avec la petite. Donc, j'avais d'expérience. Et puis, c'était une fille. Donc, elle prenait la tétine, elle dormait facilement. L'allaitement, c'était pas difficile. Tout se passait assez bien. À un moment, j'ai voulu arrêter l'allaitement et... j'ai consulté quelqu'un, j'ai trouvé quelqu'un qui m'a expliqué comment arrêter d'allaiter et l'aider à s'endormir le soir si elle ne voulait pas tétiner. Je ne sais pas, c'était plus facile, tout plus facile. Ouais. Déjà, si tu dis, tu as sollicité des personnes, donc en fait, tu avais des personnes ressources autour de toi qui pouvaient t'expliquer ou t'apporter des connaissances autres. Oui, et certainement que j'ai dû comprendre que c'est OK de se faire aider et qu'au contraire, il vaut mieux. Ouais.
Et c'est marrant parce que cette dame, je l'avais consultée vraiment pour l'allaitement. Et quand elle m'a demandé, mais comment ça se passe les nuits et tout, je dis, bon, hein, tu voulais que je vous dise comment faire? Je dis, ah ouais, finalement. Et en fait, maintenant, je me rends compte, il y a énormément de ressources parce que c'est le problème des parents. Les nuits, les pleurs, et il y a énormément de ressources et on peut consulter et se faire aider. Moi, je pensais qu'on devait souffrir et puis c'est tout. Voilà. Et attendre que ça passe. Voilà. Et en fait, non. Donc bon... Mais on te dit que c'est censé passer. Alors, ça passe peut-être... Enfin, pour le coup, moi, j'ai fait de la souffrance. Moi, ça a duré très longtemps aussi. Mais en fait, on te dit, oh, mais ça va passer. Et puis, t'inquiète pas, quand ils seront ados, tu vois, on en revient toujours là-dessus, quand ils seront ados, c'est toi qui devras les réveiller. Je dis, bah oui, d'accord, mais j'ai pas envie de renier ma vie pendant 16 ans, en fait, si tu veux. Donc, et c'est vrai qu'on te dit ça beaucoup, alors qu'il y a probablement des ressources et des personnes qui peuvent aider en donnant des conseils adaptés. Il y a des professionnels, bien sûr. Il y a des professionnels Parce que le problème avec les livres, c'est qu'il y en a un qui va dire il faut laisser pleurer, l'autre qui va dire il faut pas laisser pleurer, l'autre qui va dire... Et ça, tu t'y perds. Mais enfin, je sais que sur les réseaux sociaux, je vois des professionnels du sommeil. Et donc, suivez-les, voyez si leurs conseils qui donnent vous semblent logiques ou pas, et trouvez celui qui vous convient. Et il y a vraiment des ressources. Il y a vraiment des solutions parce que c'est un vrai problème. Même si... Ce qu'il y a, c'est qu'on pense que c'est normal. Donc... d'un côté, c'est vrai, c'est normal, mais on peut aider notre enfant à s'endormir, ce qui nous va nous aider, ou à se rendormir au milieu de la nuit, par exemple, ce qui nous va nous aider aussi. Donc, pourquoi s'en priver ? Carrément. Et puis, en fait, j'ai l'impression que ces professionnels, au-delà de... Parce qu'ils ne donnent pas des solutions miracles, c'est pas ça, mais je trouve qu'ils nous apprennent ils nous redonnent confiance en nous. Absolument. Et c'est ça qui est important aussi, de dire, en fait, non, il y a des solutions, il y a quelqu'un qui va nous aider et qui va justement nous donner des clés qui feront on sera en pleine... possession de nos capacités et de dire en fait je vais faire comme ça parce qu'on me l'a dit mais aussi parce que je sais que c'est la bonne solution et ça va bien se passer. Oui, et on se sent beaucoup plus sûr de soi parce que sinon par exemple le cododo c'est aussi un sujet, bon, il y a des gens qui sont pour, qui sont contre, peu importe. Mais si vous voulez faire le cododo, vous voulez que vos enfants dorment avec vous, comme il y a plein de ressources, vous vous sentez légitimisé et vous le faites sans mauvaise conscience ou sans... Et puis ça se passe beaucoup mieux parce que si vous hésitez, mais il y a le pédiatre qui m'a dit il faut pas. Donc vous le faites à moitié, mais vous le faites, mais vous êtes... Voilà, donc au moins là, de toute façon, comme il y a tous les courants de pensée et que toutes les solutions sont finalement les bonnes si elles vous conviennent, trouvez un professionnel qui va vous dire comment faire. Quand on est sûr de son choix et de sa décision, on le fait beaucoup mieux, on est beaucoup plus en paix. Donc ça se passe beaucoup mieux, que ce soit je laisse pleurer mon enfant ou je laisse pas pleurer mon enfant ou peu importe quoi. Une fois qu'on sait qu'on le fait... avec ses convictions et qu'on est aligné en fait. Finalement, c'est de l'alignement. Et ça me permet un très beau parallèle, mais c'est ce qui se passe aussi avec ce que tu écris dans ton livre et dans ton roman. L'alignement finalement avec soi et se retrouver soi, c'est un peu la clé. Parce qu'en fait, tous ces éléments de... je vais un peu vite en besogne, certes, mais tous ces éléments de développement personnel, par exemple, et on en a parlé lors de notre premier échange, de se dire, quand tu commences à faire du développement personnel, tu vas prendre des trucs qui te correspondent à toi, donc qui sont alignés à toi. Et ça, ce qui marche pour ta voisine va pas forcément marcher pour toi parce que c'est pas aligné avec toi. En parentalité, c'est la même chose. Tu fais des choix et tu vas chercher des solutions qui sont alignées avec ce que tu es et avec ce que tu penses et avec qui tu es. En fait. Et c'est qui te renforce dans ta décision. Exactement. Et c'est ça. Tu as 4 enfants. Tu es mère de 4 enfants. Tu travailles. Tu disais à un moment, tu as changé de travail. Ouais. J'ai découvert le marketing digital en fait, et je suis tombée amoureuse. Et donc j'ai appris à faire la pub sur Facebook, sur Google notamment, et j'ai trouvé un job dans une boîte. Et donc là, j'avais des horaires, il fallait pas arriver en retard, il fallait partir. Voilà, j'ai adoré travailler dans cette boîte parce que j'ai appris beaucoup de choses. Mais c'est vrai que j'avais pas la liberté de mon emploi du temps. Et j'ai travaillé là-bas 2-3 ans. Et à un moment, ça me pesait en fait. Parce que moi, j'ai les enfants qui m'appellent, maman, viens me chercher. Ce qui n'est pas forcément une bonne chose d'être à leur disposition. Il faut peut-être qu'ils se débrouillent aussi. Mais donc à un moment, j'ai quitté cette boîte et je suis mise à mon compte. J'étais freelance, j'avais les clients que je voulais. Quand je voulais, je travaillais de la maison quand ça m'arrangeait. Donc
c'était plus simple comme Tu ça. penses que ce qu'on demande aux parents, de toute façon, de manière générale, quand ils travaillent en entreprise, les horaires qui sont imposés ne sont pas adaptés finalement au mode de vie des parents? Moi, je peux que parler de mon expérience et ça se passe en Israël. Donc, je ne sais pas comment ça se passe en France. Mais c'est sûr qu'il y a tellement d'aléas tout le temps. Il y a des choses qui se passent. Il faut amener... Alors, il y a le docteur, il y a le dentiste, il y a l'orthodontiste, il y a parfois, je ne sais pas, le psy. Un enfant malade. Même, il y a des rendez-vous qu'il faut faire, quoi. Je ne parle même pas des activités, je parle vraiment des choses. Si le gamin il fait un traitement orthophoniste ou orthodontiste, il faut l'amener. Les horaires, ça ne correspond pas toujours. Donc, moi, j'ai eu besoin de cette liberté d'action, quoi. J'avais besoin d'être libre de mon emploi du temps. Et je comprends qu'en même temps, une boîte, ça ne l'arrange pas. Elle va pas. Tu peux pas sortir au milieu du boulot parce que tu vas amener ton enfant chez le dentiste, quoi. C'est pas. Je comprends les deux points de vue. C'est difficile. Donc, pour moi, la solution, c'était d'être freelance, quoi, de faire comme je veux, quand je veux. Mais c'est un vrai problème, en fait. Bah oui, et puis bon, je dois dire que mon mari, même s'il m'aide beaucoup, etc., lui, il travaille énormément et je peux pas lui dire, ok, les lundis, tu vas amener un tel chez le psy, et puis le mardi, un tel chez le... Non, c'est pas possible. Tu en parlais au début, donc, et ce qui fait qu'on en est là aujourd'hui aussi, c'est tu as écrit un roman, développement personnel, qui s'appelle « Le chemin du bonheur est parsemé de cailloux et de crottes de chiens ». J'adore encore une fois ce titre, qui parle du burn-out en fait, maternel. Pourquoi c'est important pour toi d'aborder ce sujet-là dans un roman ou dans un livre ou dans un écrit? Qu'est-ce qui t'a amené à écrire ce livre-là? Alors, ce qui s'est passé, c'est que j'ai fait un burn-out maternel. Honnêtement, je ne savais pas que c'était ça parce que j'ai que récemment découvert, en fait. Je vais te raconter en quelques mots. Je suis partie en vacances 10 jours avec mes enfants, sans mon mari. Ouais. Et donc, on était avec mes parents et ma soeur, mon frère. Mais malgré tout, j'étais seule avec mes enfants. L'aîné avait 13 ans, la petite avait 4 ans. Et donc, on a fait les parcs, on allait d'un endroit à un autre, on dormait ici, on dormait là. Et pendant 10 jours, la voiture et tout. Et c'était un enfer. Et ils n'ont pas arrêté de se disputer. Et il y a toujours un qui a mal quelque part. Moi, dès qu'il y en a un qui a mal, je m'inquiète facilement. Et puis, il y en a toujours un qui ne veut pas manger au même endroit que les autres, qui ne veut pas faire la queue pour telle activité, qui veut ça. Et les disputes commençaient, on rentre dans la voiture, qui s'assied devant, qui s'assied derrière, qu'est-ce qu'on mange quand on s'arrête, j'ai pipi. Et pour moi, c'était vraiment un enfer. Et quand je suis rentrée, donc au bout de 10 jours, alors, je pense que c'était latent, je pense que c'était pas ça. Et je pense que c'était depuis des années peut-être qu'il y avait un truc, comme je te dis, en plus ce contraste entre la maman que j'aimerais être, la maman que je suis, je sais pas. Donc quand je suis rentrée, et la petite qui me réveille, elle me dit « Maman, maman, maman ». Et moi je me suis dit « Mais ça s'arrête jamais en fait ». Je me souviens de cette phrase, je me dis « Ça s'arrête jamais, je n'en peux plus ». Voilà, donc je dis « Mon mari, j'en peux plus ». Ouais. J'ai vraiment ressenti, je ne peux pas l'expliquer autrement, je n'en pouvais plus. Donc j'ai été chez ma meilleure amie, j'ai passé 3 jours et j'avais besoin de silence. Et puis après on a parlé et tout, mais j'avais besoin de vivre à mon rythme en fait, de me lever quand je veux, et de me promener ou pas, ou de parler ou pas, ou de manger ou pas. Voilà. Et donc quand je suis revenue à la maison, je sentais que j'avais vraiment rechargé la batterie, mais je savais qu'il y avait un problème qu'il fallait que je résolve autrement que par des antidépresseurs ou en tout cas en plus. Et comme j'avais fait déjà des années de psychothérapie, etc., et que je connaissais déjà tous les problèmes, je me suis dit non, c'est pas ça dont j'ai besoin. Et je me suis tournée vraiment comme dans mon livre, quoi. J'ai vu une pub pour un séminaire de auto-hypnose ou hypnose, je sais pas quoi. Je me suis dit, ah oui, c'est ça. Je veux juste, avant de m'endormir, j'écoute un truc et puis le lendemain, je me réveille et tout va bien et je suis heureuse et comme la vie est belle. Ça pouvait effacer un petit peu le mal-être. Voilà. Et en fait, bien entendu, ça ne se passe pas comme ça, mais au moins, c'était la première porte vers tout ce monde du développement personnel que je connaissais pas, le coaching, etc. Et en fait, dans tous les séminaires que je faisais, il disait toujours de faire une liste de gratitude ou bien la liste des choses pour lesquelles, de quoi tu es fier aujourd'hui, qu'est-ce que tu as accompli et tout. Et moi, je me suis demandé, moi, je ne le faisais pas à l'époque, cet exercice, parce que je trouvais que je ne comprenais pas que ça puisse aider.
que c'est trop facile. Et je le recommande aujourd'hui, cet exercice, bien entendu. Mais à l'époque, alors je me dis, de quoi pourrait être fière une femme, une maman, comme moi, mais puissance 1000, qui vraiment n'en peut plus de ses enfants. Et je me suis amusée à imaginer ce personnage, et je me dis, de quoi elle peut être reconnaissante. Elle a des beaux cheveux, allez, c'est tout. Elle voit pas le reste, elle voit pas tout ce qui va bien, elle voit que ce qui va mal, et elle est très cynique. Et j'ai commencé à imaginer ce personnage. Et bon, ça, c'est la 5e version qui a été publiée, donc il y a vraiment eu beaucoup d'évolution, et puis ça m'a mis 3 ans et demi, mais l'idée est partie de là, en fait. Une maman qui pète les plombs, qui s'inscrit à un séminaire de développement personnel, et on voit son évolution, en fait. C'était ce que je voulais faire. Et c'est ce qui t'est arrivé à toi, de se dire, en fait, est-ce qu'à un moment, toi, tu ne voyais que le négatif dans ta vie ta conciliation finalement de toutes des sphères de ta vie, la maternité, la gestion entre guillemets de tes enfants, est-ce que tu en étais arrivé là? Pendant ces 10 jours de vacances, oui. Alors vraiment, je suis sûre qu'il y avait des moments de fun, mais pour moi, ça a été un cauchemar. Donc je suis sûre qu'à ce moment-là, je ne voyais que le négatif. Mais en règle générale, non. Il y a toujours eu des moments de bonheur, je les ai toujours appréciés. Mais là, je pense que ces 10 jours, non, je voyais que le noir, je voyais que le négatif. Mais maintenant, je prends vraiment conscience des moments agréables, et je les savoure, j'essaye de m'en rappeler. Et par exemple, et faire justement sa liste de gratitude, c'est vraiment pour se souvenir que de ces moments agréables, et puis porter notre attention sur ces moments plutôt que sur les autres, parce que de toute façon il y aura toujours des disputes, mais si à la fin de la journée tu te souviens que des disputes qu'il y a eu, et pas du moment ou de rire, le fou rire qu'on a eu, alors tu n'es pas vraiment... Enfin, c'est plus difficile d'être heureux, quoi. Ouais, c'est sûr. Ouais. Mais il arrive parfois un moment où tu as un tel niveau de souffrance qu'en fait, tu ne vois plus que les trucs négatifs. Exactement, ouais. Tu as réussi à verbaliser avec tes enfants de ce qui t'est arrivé quand tu es partie ces 3 jours-là, par exemple, de dire, en fait, j'en peux plus, j'ai besoin de souffler. Est-ce que tu leur as dit? Je crois même pas, quoi. J'ai dit à mon mari, il a compris tout de suite. Ça faisait 10 jours qu'il n'avait pas vu les enfants, donc il pouvait s'en occuper un petit peu. Ça fait un peu 10 jours de vacances, tu vois, 10 jours sans vie de famille pour lui, tu vois. Pour lui, enfin, comme il travaille beaucoup, c'est jamais vraiment des vacances, mais oui, ça lui avait fait un break aussi. Donc, je sais pas, j'ai pas dit aux enfants. Ce que je dis aux enfants, souvent, c'est si je m'énerve ou quoi, je leur dis excusez. Après, je m'excuse, je dis oui, c'est parce que j'étais stressée. C'est pas vous. Ou bien, par exemple, les jours de voyage. Je suis stressée les jours de voyage. Voilà, vous le savez maintenant. Et donc, ils savent que c'est pas leur faute. Parce qu'ils vont me demander un truc et moi, je vais leur aboyer dessus. Mais après, je vais m'excuser. Je leur ai déjà expliqué. Les jours de voyage, j'ai tellement de choses en tête. Les passeports, les trucs, qu'est-ce que j'ai fait, la valise, le check-in, je ne suis pas disponible à répondre à vos questions, débrouillez-vous, quoi. Voilà. Ou bien, excusez-moi d'avance si je réponds un peu agressivement. Et ça, ils le savent. Donc, ils savent qu'il vaut mieux pas me parler. Et les veilles aussi de voyage, quand je suis dans les valises et tout, parce qu'il y a tellement de choses que je ne veux pas oublier, ils savent que je suis désagréable et que je vais leur aboyer dessus. Je m'excuse avant, je m'excuse après, et voilà. Mais c'est important, ça, parce que finalement, tu leur expliques ton fonctionnement. Et ça se passe beaucoup mieux comme ça, en fait. Et ils ne se sentent pas coupables de quoi que ce soit, ils ne m'en veulent pas, ils savent, maman est stressée parce qu'elle a 10 000 choses en tête, et voilà. Et oui, plutôt que... Oui, je leur explique mon fonctionnement, et je leur explique aussi le fonctionnement des gens en général, parce que je pense que quand quelqu'un est stressé, il est parfois désagréable, pas du tout parce que tu lui as dit quelque chose, mais c'est parce que lui, il a encore en tête la discussion avec son client qui s'est mal passée, et c'est pour ça qu'il a été très agréable avec toi. Et ça, je leur explique parfois Là, parfois, mon mari rentre stressé parce qu'il y a le stress du travail, et maintenant, ils le savent que c'est pas parce qu'eux ont dit quelque chose qu'il a réagi comme ça, c'est parce qu'il y avait tout ce poids, toute la difficulté du travail qu'il a ramené à la maison, et ils le savent aussi. Mais c'est tellement important, en fait, d'expliquer ce genre de choses, tu vois, juste de dire les choses, parce que j'ai l'impression que finalement, c'est comme ce qu'on disait au début, tu vois, l'information,
donner des informations, c'est ce qui permet d'aller mieux au final. Parce que même dans la sphère familiale, dans l'entente entre chacun, si tu sais que même entre tes enfants, ils sont tous différents, tu vois. Donc si tu sais qu'un tel fonctionne plus de cette façon, est stressé par, je sais pas, plus par les maths, son devoir de maths, il est stressé par les devoirs par exemple, et que ton autre enfant est stressé par un match de foot, tu vois, de savoir un petit peu comment les uns et les autres fonctionnent, ça permet d'amener tellement de fluidité dans le quotidien. Et c'est pour ça que savoir, c'est de la connaissance de soi aussi, parce que toi, tu sais comment tu fonctionnes, tu vois, à force d'avoir travaillé sur toi, de dire, moi, le voyage, ça me stresse. Donc, tu as travaillé sur toi, tu as cette connaissance de toi qui te permet de la transmettre, en fait, et de fluidifier les rapports. Et c'est ça qui est important, je pense. Et peut-être que c'est un peu pour ça, tu vas nous dire, en fait, c'est toi qui as la clé du bonheur pendant l'adolescence. Mais peut-être qu'en fait, c'est pour ça aussi que ça se passe plutôt bien. Parce qu'en fait, en ayant toujours de la clarté dans le discours, en disant toujours les choses telles qu'elles sont, comment tu les ressens, mais en fait, ça facilite et ça permet peut-être plus de fluidité. Je sais pas, peut-être que particulièrement on a de la chance avec nos 2 ados. Le fait d'être compréhensif, de savoir que c'est une période peut-être un peu difficile, et le fait de parler. On essaie de parler là. Bon, il y a des petites engueulades ou des discordes, notamment au niveau des études, forcément. Mais j'essaye d'en parler. Ouais. Et puis, oui, mon fils, il me reprochait quelque chose, mais au moins, il a pu me le dire et j'ai pu m'excuser. Voilà, c'est important. Ouais. Est-ce que, quand tu pensais à ta vie, tu imaginais un jour écrire un livre ? J'avais écrit un manuscrit il y a 20 ans, et ça m'avait beaucoup, beaucoup amusé. Après un voyage au Népal, ça m'avait beaucoup amusé. J'ai jamais eu le courage, je l'ai fait lire qu'à ma sœur. Ouais. À l'époque, j'avais jamais eu le courage de poursuivre, et pourtant, je l'avais terminé. Et là... Mais après, j'ai pas écrit. Je peux pas dire que j'ai écrit toute ma vie, c'est pas vrai. Mais j'avais écrit, ça m'avait beaucoup amusé. Et après, j'avais eu peur du rejet ou de la réaction, donc je l'avais pas poursuivi. Et là, la différence, c'est qu'aujourd'hui, avec justement le développement personnel, j'étais prête à entendre et à prendre le risque qu'il soit rejeté 1 fois, 2 fois, 10 fois, et à me lancer. Ouais. Voilà, et à le proposer, à le montrer, à en parler. Et voilà, ouais. Qu'est-ce que ça t'a apporté, l'écriture de ce livre-là ? Alors, d'abord, ça m'a beaucoup amusée. Ça m'a permis de... j'écrivais et après, j'étais de bonne humeur. Ouais. J'écrivais et j'étais de bonne humeur. Je sortais courir le matin, je pensais à mes personnages. Ça me faisait la course passer plus vite. Je courais, c'était plus agréable pour moi. Et je revenais, j'écrivais. Donc, j'ai énormément apprécié tout ce processus. Mais... le fait de savoir que je touche à un sujet j'aborde un sujet qui me touche beaucoup personnellement, le burn-out, les enfants, la difficulté. Et je me dis aujourd'hui que c'est vraiment mon souhait, c'est qu'il arrive entre les mains de femmes qui pensent qu'elles sont seules dans cette situation. Comme moi, je pensais il y a 17 ans, quoi. Avec mon aîné, je pensais que j'étais une mauvaise mère, quoi. Donc, en plus du plaisir que j'ai pris à écrire, en plus de la fierté qu'il soit publié, maintenant, ce qui vraiment me emplit de bonheur, c'est de savoir qu'il y a des femmes qui me disent « Ah, mais vous décrivez mes enfants, mais ce livre m'a beaucoup aidée. » Ou qui me disent « Mais je lisais plus, j'avais arrêté de lire et maintenant, je me remets à lire. » Mais c'est surtout ce côté... les mamans, quoi. Si je peux en toucher quelques-unes et leur dire c'est bon, on est toutes dans la même galère, quoi. Ouais. Et puis il y a un axe quand même assez divertissant, je trouve. Enfin, dans la lecture, c'est pas une liste de conseils. Enfin, tu fais comme un livre de développement personnel que tu vas ouvrir avec une méthode particulière. Là, tu suis la vie d'un personnage, enfin d'une femme, d'une mère. Et je trouve qu'en fait, ça permet d'amener les choses beaucoup plus facilement, l'identification en fait à ce personnage-là. Parce qu'il y a aussi des moments un peu drôles aussi. Enfin, c'est agréable à lire et ça te permet de te plonger et de dire, d'avoir peut-être plus facilement une réflexion sur toi-même, de dire qu'en fait cette nana qui a la même vie que moi, qui a les mêmes problèmes que moi, en fait, elle va faire ça, ça, ça.
et ça va aller mieux. Plutôt que de lire un livre de développement personnel où on te dit quoi En faire. théorie, oui. Ouais, Et puis on voit comme elle le met en pratique ou comme elle le met pas en Ouais. pratique, parce que pendant longtemps, elle Ouais. s'obstine à pas vouloir vraiment faire les choses comme il faut ou comme on lui recommande. Mais c'était mon challenge et c'était vraiment ce que j'avais envie de faire, parce que bon, écrire une histoire d'un couple qui va mal, des enfants et tout, bon, il y en a d'autres. Et moi, ce que je voulais vraiment, c'était une histoire qui soit d'un côté assez intéressante pour qu'on ait envie de continuer à lire, mais en même temps, la notion de développement personnel, qu'elle soit introduite de façon assez fluide et assez agréable pour qu'on ait aussi envie de le lire, même si on n'est pas forcément intéressé par le développement personnel, mais ne serait-ce qu'une phrase ici ou là qu'on va retenir, peut-être le titre d'un livre que je cite et qu'on aura envie de lire pour approfondir un petit peu. Et oui, et voir que bon, mon personnage s'en sort notamment grâce au sport, grâce à un projet, grâce à la liste de gratitude, etc. Voir les choses positives. Il y a plein de petits conseils qu'on pourrait suivre, en fait, et qui peuvent vraiment aider, je pense. Mais si c'est une liste, effectivement, de choses à faire, et si je vous dis, voilà, vous faites la liste de gratitude, vous faites du sport, vous faites ça... Bah, le sport, en fait, on sait très bien que c'est bon pour la santé, mais on n'a pas envie de le faire. Alors que là, elle non plus, elle n'a pas envie de le faire, Lisa, dans le livre. Mais elle s'y met. Il y a plein de petits tuyaux comme ça, comment faire pour s'y mettre. Et voilà, c'était mon challenge et j'espère qu'il ait réussi, quoi. Et puis, en fait, ce que je trouve très agréable aussi, et c'est ce qui manque, et on en parlait, c'est que quand on devient mère, on prend plus le temps pour soi. Et lire ton livre, en fait, c'est aussi prendre du temps pour soi. Non, mais c'est vrai. C'est ce qu'on m'a dit, tu vois, c'est ce tu qu'on m'a l'ouvres, dit. t'es divertissant. Après une journée difficile, je me suis enfermée dans la salle de bain et j'ai lu ton livre. On me l'a dit aussi, C'est là, tu dis, en fait, c'est chouette. Enfin, c'est assez agréable à lire. C'est pas chiant. Clairement, c'est vraiment pas chiant. C'est hyper chouette. Et là, en fait, je prends du temps pour moi, quoi. Et c'est déjà le premier pas. Tu vois, avant d'appliquer quel que soit n'importe quel développement ou sport, machin, c'est le premier pas vers le self-care, quoi, vraiment de prendre soin de soi. Et c'est en ça qu'il est chouette, en fait. C'est vraiment ça. Et puis ce titre, pourquoi il s'appelle comme ça, tiens, d'ailleurs? Alors, le séminaire auquel s'inscrit Lisa s'appelle Le chemin du bonheur, mais c'est la vie, en fait. La vie, la recherche du bonheur, c'est pas... Ça n'arrive jamais, de façon linéaire, quoi. Il y a toujours des obstacles. Donc, il y a des petits obstacles et il y a des gros obstacles. Voilà. Et il faut le savoir, et il faut les gérer, et il faut savoir qu'on s'en sortira. Voilà. Au pire, on marche dans une crotte de chien. Enfin, je nous souhaite à tous que ce soit des problèmes... Il paraît que ça apporte bonheur de marcher dans une crotte de chien. Mais bon, mon idée, c'était pour dire qu'il y a des trucs vraiment chiants qui peuvent arriver dans la vie, vraiment des grosses épreuves, en fait. Il y a aussi des grosses épreuves. Dans mon livre, il n'est pas sujet de... On ne parle pas de vraiment d'épreuves très difficiles, mais ça peut arriver aussi, on le sait. C'est pas... Même le bonheur, la recherche du bonheur, c'est un chemin, c'est un cheminement, et qui n'est pas toujours... Il y a des hauts et des bas, quoi. Carrément, carrément. Maintenant que tu as publié ton premier roman, est-ce que tu as envie d'en écrire d'autres? J'ai réfléchi à la question, vraiment j'y pense, mais j'ai tellement envie que celui-là, il touche un maximum de femmes, et même d'hommes d'ailleurs, que j'ai vraiment envie de me consacrer pour l'instant à promouvoir celui-là, en fait. Parce que je pense qu'il peut aider. Ah oui, c'est sûr. Je pense que, à part faire rire ou faire passer un bon moment, je pense qu'il peut aider. Donc, c'est comme dans le développement personnel, on parle beaucoup toujours d'avoir une mission dans la vie et tout ça. Et je pense que c'est un petit peu mon cheval de bataille en ce moment. C'est de vraiment toucher des femmes et leur dire on est dans la même galère. Voilà, donc je veux vraiment me concentrer là-dessus pour l'instant. Après, on verra. Mais... c'est une belle mission et elle est importante, je pense, vraiment. On a besoin de ce genre d'ouvrage pour montrer le chemin, en fait. Tu vois, vraiment montrer le chemin de... C'est pas parce qu'on devient mère qu'on doit passer au dernier plan, qu'on ait 1, 2, 3, 4, 5 enfants. Quelle que soit la situation, en fait, il y a un moment, il y a cette image, tu sais, dans les avions, tu vois, le masque, c'est d'abord toi et après ton enfant, parce que sinon tu peux pas l'aider. Et en fait, ton livre, c'est un peu ça, c'est un peu montrer le chemin de comment on met son masque à soi avant de le mettre sur son enfant, parce que c'est comme ça que le bonheur,
le nôtre, mais aussi le bonheur familial et l'harmonie familiale pourra fonctionner en fait. Absolument, absolument. C'est pour ça que quand on oublie de prendre du temps pour soi ou de répondre à nos propres besoins, en fait, en pensant qu'on fait ça pour nos enfants, qu'on se sacrifie pour nos enfants, en fait, le résultat est inverse. Parce que si nous, on n'est pas bien, on ne peut pas les aider à être heureux. Non. Donc, il faut vraiment prendre soin de soi. Mais surtout, ils ne nous le demandent pas. Enfin, je veux dire, à aucun moment, nos enfants nous ont dit « sacrifie-toi pour moi ». Au contraire, parce qu'en fait, même si à force de le faire, je crois même qu'on pourrait devenir, tu vois, avoir de la rancœur, tu sais, leur en vouloir alors qu'ils n'ont rien demandé. Et d'être là, en fait, je t'ai tout donné. Et c'est à partir de ce moment-là où tu te dis que peut-être tes enfants sont ingrats, tout ça. Alors qu'en fait, ils n'ont rien demandé de tout ça. Ils t'ont jamais dit c'est que moi, et toi, tu vas pas bien. Non, nos enfants nous aiment de manière inconditionnelle. Et ils veulent, dans leur vie, leur objectif, c'est qu'on soit heureux aussi. Et c'est pour ça qu'ils font un peu tout pour qu'on soit heureux. Et en fait, si on est heureux, les parents heureux, ça fait des enfants heureux, en fait. Et pour être heureux, on ne peut pas attendre de quelqu'un d'autre, que ce soit un enfant ou un conjoint, de nous ouvrir le chemin vers le bonheur. Et on ne peut pas attendre que ça vienne de quelque chose ou quelqu'un d'extérieur. Absolument. C'est nous, en fait. Absolument, oui. Il y a des pistes de réflexion dans ce livre sur le bonheur, justement, parce que... Comment l'obtenir. Et effectivement, c'est... Alors moi, je distingue la joie et le bonheur. Et donc, la joie, ça vient de sources externes. Donc, une promotion, une soirée au resto, rire, danser, etc. Ce qui est agréable, c'est parce que ce qui est l'avantage de cette source, c'est qu'on peut la produire nous-mêmes, en fait. On peut chanter, si on aime chanter, on peut danser, ça nous fait du bien. On peut regarder un sketch. Et donc, ça nous fait un boost de joie. Mais en revanche... Le bonheur, c'est autre chose et c'est une source interne. Et ce que je commence à comprendre de mes lectures, c'est que d'une part, ça vient si on a une mission ou un sens à notre vie. Alors, par exemple, être maman, ça peut être aussi un sens. Mais ça, c'est d'une part. Et l'autre part, c'est être satisfait de la réalité telle qu'elle est. Ce qui ne nous empêche pas de vouloir autrement, mais déjà se dire, ça c'est la réalité de ma vie et je suis très content avec. Voilà. Je veux autre chose peut-être, mais aujourd'hui c'est ça. C'est comme quelqu'un qui veut perdre 10 kilos. Je veux perdre 10 kilos, ça ne m'empêche pas de m'aimer maintenant. Voilà. Donc être vraiment satisfait de sa vie aujourd'hui, tout en ayant peut-être des objectifs, etc. Et puis, à donner un sens à sa vie, avoir une mission, avoir... Tout ça, je pense que c'est ça c'est cette source interne de bonheur, je pense. Carrément. Ben écoute, pour se procurer le livre, c'est dans toutes les librairies, toutes les bonnes librairies. En ligne aussi, on peut le se procurer. Oui. Toutes les librairies, là où vous achetez vos livres. Il est publié aux éditions Erol. Donc, il s'appelle « Le chemin du bonheur est parsemé de cailloux et de crottes de chiens ». Et moi, je te remercie beaucoup, Chélie, de m'avoir accueillie aujourd'hui. C'est moi qui te remercie. Merci pour cette conversation sans tabou, quoi. Ouais, c'est ça. C'est exactement ça. Et allez vite vous le procurer parce qu'il est vraiment très, très chouette. Merci. Voilà, c'est terminé pour ce nouvel épisode de Prenons un café. Je te remercie d'avoir écouté jusqu'au bout et s'il t'a plu, je t'invite à le partager sur tes réseaux sociaux, à tes amis dans la vraie vie, bref, au plus grand nombre. Après ça, tu peux aussi envoyer un max de love à Prenons un café sur Apple Podcast. C'est hyper simple. Tu ouvres ton appli Apple Podcast sur ton iPhone, tu vas sur Prenons un café et tu descends tout en bas. Là, tu mets le nombre d'étoiles que tu souhaites, 5 au choix, et tu écris ce que tu veux dans la section avis. Par exemple, le 1er avril, Lady Juju 31 écrivait « Merci pour ces riches partages d'expériences liées à la parentalité. Comme un moment passé avec de bonnes copines. J'ai parfois pleuré, mais aussi beaucoup ri. Merci Lady Juju pour ce message trop sympa qui fait du bien à mon petit cœur de podcasteuse. Bon, et puis si tu n'as pas Apple Podcast, tu peux toujours parler de Prenons un café autour de toi, ça ne mange pas de pain et ça fait toujours plaisir. Tu es sur Prenons un café, le podcast qui parle des sujets de parentalité, mais surtout d'humanité, sans tabou ni complexe. Je te retrouve prochainement pour un nouvel épisode. Abonne-toi à Prenons un café sur ton appli de podcast préféré pour ne rien manquer. D'ici là, prends bien soin de toi. Autour d'un café.